la frontière, ouvrez la frontière. Pam, 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 pam. Ouvrez la frontière, ouvrez la frontière. Ils sont 8 sur la scène du théâtre de l'Apostrophe de Cergy-Pontoise. 8 comédiens qui n'en sont pas vraiment. L'histoire qu'ils racontent est la leur. Si les gens travaillent au noir, s'ils n'ont pas de fiches de paye, ils ne peuvent pas avoir le titre de séjour français. Où voulez-vous qu'ils dorment? Sous des ponts? Dans les trous de métro? Non, ils vont encore aller camper. Venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso ou du Bangladesh, ils ont été pendant des années des sans-papiers, des invisibles aux yeux de l'État. Moi, personnellement, je suis resté plus de 10 ans en France, sans papier. On a fait des petits boulots, par-ci, par-là. Bon. Mais je suis resté sans papier. Être sans papier, vous avez toujours la peur au ventre. Même à aller au travail, vous avez la peur de rencontrer des policiers sur la route. Et aussi, en vous baladant sur la route, vous avez toujours la peur au ventre. Donc c'est cela que nous essayons d'expliquer aux gens pour dire que ce n'est pas normal qu'une personne puisse rester pendant 10 ans et rassembler toutes ces preuves et après sans papier. Donc c'est un peu tout cela que nous essayons d'expliquer au public. Ce qui m'a amené à programmer cette pièce, c'est que je crois qu'elle faisait se rencontrer deux lignes fondatrices que l'on porte ici, deux piliers en fait de l'activité de cette maison, portée par Jean-Joël Le Chapelain, qui est la préoccupation d'une fonction politique du théâtre, et cette pièce y répond parfaitement, et la force de création, la fulgurance d'un processus de création qui est aussi ici mis en jeu. Donc c'est ces deux moteurs-là en fait qui ont fait que je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté. Mustapha et les 7 autres comédiens font partie d'un collectif d'immigrés sans papier. Après plusieurs mois passés dans la rue, ils vivent depuis plus de 2 ans dans une ancienne agence de Pôle emploi à Aubervilliers. C'est ici, au 80 avenue Victor Hugo, le futur nom de la pièce, que la rencontre avec les auteurs va se faire, suite à une demande de la commune, le Centre dramatique national d'Aubervilliers. L'origine, c'est une invitation qui a été faite par le théâtre de la commune dans le cadre d'un projet qui a été construit par Frédéric Saccard et Marie-Josée Malice, les deux co-directeurs du théâtre de la commune. C'est un projet qui s'intitule Les pièces d'actualité et qui était une commande passée à des artistes sur la base de la question suivante: la vie des gens d'ici, donc les gens d'Aubervilliers, qu'est-ce qu'elle inspire à votre art? C'est le point de départ de cette commande qui nous a amené à marcher assez longuement avec Olivier et Camille dans les rues d'Aubervilliers. Et c'est à la suite d'un processus assez long d'enquête qu'on a décidé de faire cette pièce avec les habitants du 80 avenue Victor Hugo. On n'était pas parti au départ pour parler des sans-papiers. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la ville avec en effet une pérégrination qui nous amène en fait à rencontrer ces personnes, et on a été saisis quand on les a rencontrés. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire là dans la pièce, c'est de recréer les conditions d'une rencontre avec le public. Donc il y a une stratégie de mise en scène qui fait, je crois, qu'on peut entendre ce qu'ils ont à nous dire. Nous, les sans-papiers, quand nous sommes en tenue de travail, on ne se prend plus pour un sans-papier. Ici en France, quand tu es en tenue de travail, aucun policier ne va te contrôler. Ça c'est impossible. Alors c'est leur histoire. Après, il y a des processus d'écriture qui sont propres au travail de l'écriture documentaire. Donc il y a des coupes, il y a des resserrements, il y a quelques séquences qui sont déplacées, mais la plupart du temps, c'est leur propre témoignage qu'ils prennent en charge. Après, le propre du témoignage, c'est aussi d'être à la fois une parole qui est une parole directe, puisque c'est la sienne, mais c'est aussi une parole qu'on rejoue. Donc d'une certaine manière, ils sont déjà dans une position d'être les délégués à eux-mêmes et d'être les délégués aussi de ce collectif. Et je crois que ça, c'est une donnée qui est très présente dans le cadre de la pièce, c'est qu'ils prennent en charge la revendication de 80 personnes. Et c'est ce qui nous a étonnés aussi dès le départ, c'est cette idée de porter une parole collective en prenant en charge leur récit propre. Donc il y a peut-être une stratégie en effet dans l'écriture, et dans un rapport très frontal mais assez doux, je crois. Pas dans une adresse forcément revendicative. D'emblée, le spectacle commence d'abord par les parcours de ces personnes, puis leur arrivée en France. Et donc le spectacle comme ça est scindé sur ces 2 moments, parce que c'est des gens qui font des parcours des fois 3 ans avant d'arriver ici. Et puis un autre temps commence, qui est celui de l'administration française. Donc c'est ça qu'il nous raconte dans le spectacle. Ah, il faut le dire, la loi est très difficile à comprendre.
Pour avoir une carte de séjour d'1 an, il faut pouvoir justifier d'avoir travaillé pendant 10 ans ici. Mais pour avoir un contrat de travail, il faut bien une carte de séjour. Ce qui fait qu'il y a des années où il n'y a pas eu de preuves. Parce que quand tu viens, tu dois de suite travailler. Et à force de chercher du boulot, tu oublies un peu les problèmes des papiers. C'est comme être dans une course en fait. Il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut jamais baisser le moral. Parce que c'est ça notre ennemi, le moral. Ils ont eu une manière très belle en fait, de s'emparer de ces outils-là, qui étaient des outils qu'ils ne connaissaient pas forcément. La plupart n'avaient jamais fait de théâtre, parfois ils n'avaient jamais été au théâtre. Et en l'espace de 3 semaines, ils ont été capables de s'approprier ces outils, cet espace-là de prise de parole, d'adresse directe au public, de manière extrêmement souple et touchante. En tant que metteur en scène, on est toujours très inquiet et on veut toujours que les répétitions soient très denses. Là, disons que c'est un projet qui apprend à prendre ce qui vient, c'est-à-dire les répétitions ne se déroulent pas tout à fait dans un cadre normal, parce que c'est des gens parfois qui travaillent aussi la nuit, qui arrivent, qui n'ont pas dormi, qui ont des urgences aussi, avec des histoires dans le collectif. Et puis c'est des rapports parfois très violents, très durs, parce que c'est une vie très difficile d'être sans papier en France aujourd'hui. Voilà, donc ça apprend à faire avec ce qui arrive en répétition. Voilà. Ici en France, on paie les impôts, hein? Mais seulement ce n'est pas notre nom. Moi, à présent, j'ai un contrat, un CDI. Oui, je suis en CDI. Ça fait 8 ans que je travaille à la sécurité. Je travaille même à la sous-préfecture. Je prends même le café des policiers. Il y a une ambition artistique d'abord, qui était d'arriver à produire une pièce spécifique dans un cadre d'écriture qui était celui de l'écriture documentaire, avec des vraies personnes. Ça peut être le cas en écriture documentaire, ce n'est pas nécessairement obligatoire. Là, ça nous semblait judicieux parce que c'est des personnes qui sont privées d'espace public, c'est des personnes qui sont privées de cette visibilité. Donc le fait de travailler avec eux, c'était doublement judicieux. L'ambition, après, elle est politique, en plus d'être artistique, dans le sens où, dès le départ, ça nous semblait important de faire jouer à la fois la question artistique avec la question de la lutte pour la régularisation et de voir comment l'outil théâtral lui-même pouvait devenir un levier dans la lutte pour la régularisation, notamment dans les rapports avec la préfecture. Si on laisse l'Afrique se développer comme elle veut, c'est-à-dire mener sa politique de développement comme elle souhaite, je crois que cette immigration qui vient de l'Afrique, on ne la verra pas. Mais quand vous créez des rébellions, quand vous bombardez certains pays qui sont en voie de développement, quand vous protégez des dictateurs parce qu'ils arrêtent vos entreprises, quand vous continuez à piller les matières premières sans que le peuple n'envoie une miette. Du coup, ceux qui y travaillent, avec ces bombardements, avec ces rébellions, avec ces pillages, ils n'arrivent plus à travailler. Ils n'arrivent plus à survivre. Ils n'arrivent plus à s'occuper de leur famille. Un problème s'est posé très vite à nous. Quand ils nous ont raconté leur récit, on s'est dit que ça ne peut pas être des acteurs qui peuvent prendre en charge ces récits, il faut que ce soit eux. Et ces personnes-là, étant sans papier, ne pouvaient pas monter sur le plateau du théâtre de la commune, puisque le théâtre n'avait pas le droit de leur faire des contrats. Or, on leur demande, pour avoir des papiers, de présenter des contrats. Donc vous voyez, toute cette schizophrénie-là nous a beaucoup intéressés. On peut dire même qu'elle a été le moteur du projet, cette impossibilité à leur donner accès à l'espace public. Et la commune est un théâtre national, donc le paradoxe était encore plus fort. Donc ça nous a beaucoup intéressés. Donc c'est dans la fabrication, dans ce souci de production, peut-être qu'il y a eu en effet une articulation de la lutte très vive. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que les spectateurs et le préfet à l'égalité des chances qui est venu a été saisi, puisque la démonstration était faite. Toi, tu peux faire ? Aujourd'hui, grâce à la pièce et à la mobilisation des différents acteurs du projet, plus de la moitié des personnes du collectif ont été régularisées. Mustapha et les autres comédiens aussi. La peur s'est envolée. Donc aujourd'hui, je me reconnais en tant qu'être humain. Parce que quand vous n'avez pas les papiers, vraiment c'est très très difficile. Parce que vous n'arrivez pas à jouir de la vie comme toute autre personne. Vous ne pouvez pas aller en vacances et vous avez toujours la peur au ventre. Vous êtes obligé de vous cacher à tout moment. Et vraiment, ce n'est pas une vie.
C'est comme si vous êtes un prisonnier. Mais une fois que vous avez vos papiers, vraiment, vous êtes libéré. À l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, c'est un bilan, je dirais, en demi-teinte, puisque, comme vous le disiez, il y a à la fois 59 personnes qui ont été régularisées, et en même temps, il y a 21 dossiers qui viennent d'être déposés, qui ont été refusés par la Directe, et donc qui se sont vus attribuer une OQTF par la préfecture de Bobigny, par rapport au contrat de confiance qui avait été mis en place dans le cadre du dialogue entamé entre le collectif et la préfecture. Ça nous semble être une mesure particulièrement sévère au regard de l'engagement et de la qualité d'honnêteté dont ont fait preuve l'ensemble des membres du collectif. Donc c'est une issue qui est à la fois heureuse puisque 59 personnes qui voient leur vie changer, ce n'est pas rien et ce n'est pas une petite victoire. Après, ça reste une victoire amère dans le sens où ça reste des mesures discrétionnaires qui posent la question plus globalement du traitement des personnes en situation irrégulière sur le territoire français et plus globalement européen. C'est-à-dire à quel endroit se situe aussi l'hypocrisie d'avoir besoin d'une main-d'œuvre précaire, disponible pour le capital non mobile et en même temps d'avoir besoin de les traquer d'un point de vue purement légal. Mais moi, je ne pense pas en termes de victoire ou de défaite, en fait. Je ne sais pas comment dire, c'est pas comme ça, en fait. L'expérience, elle est riche, en effet, pour eux, pour nous. Je pense qu'on a obtenu des choses. Et puis, il y a des déceptions. Il y a des choses, on savait qu'on n'arriverait pas forcément à régulariser tout le monde, on le savait. Mais voilà, je pense que là, à ce stade-là de ce spectacle aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer il faut obtenir de la préfecture qu'elle renonce à mettre des OQTF pour les personnes qui ont joué ce jeu-là. Et c'est une lutte, si vous voulez, c'est un perpétuel recommencement. Ils le savent très bien, hein, c'est très difficile. Puis même quand on est régularisé, il faut pouvoir l'année d'après présenter des contrats de travail. Hein, donc c'est toujours temporaire, hein, ces histoires-là. Quelle est la place du handicap dans l'art? C'est la question à laquelle ont réfléchi chercheurs, comédiens ou encore acteurs de terrain dans le handicap lors d'un colloque au Théâtre des Arts de l'Apostrophe. Parmi les pistes explorées, la question de la représentation dans les médias. Il y a différents personnages de séries de fiction à télé qui sont des personnes handicapées et qui sont du coup montrées à l'écran. Alors qu'il y a une trentaine d'années, ce n'était pas le cas. Donc il y a une évolution. De là à dire que c'est positif ou négatif, c'est autre chose. Parce qu'après, il faut se poser la question, comment est-ce qu'elles sont montrées? Quelle est l'image qu'elles véhiculent? Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore d'études sur la manière dont ces personnes sont présentées et quelles sont effectivement les caractéristiques qui leur sont attribuées. Et qui sont des éléments qui vont après construire l'image qu'une société, elle va effectivement se forger par rapport au handicap. Autre piste explorée, l'accessibilité des lieux culturels. Les personnes à mobilité réduite ou porteuses de handicaps mentaux éprouvent encore des difficultés à pouvoir accéder à la culture. Les spécialistes ont par exemple regretté l'allongement du délai octroyé pour mettre aux normes les bâtiments publics. C'est un chantier fondamental, c'est un chantier qui intéresse les droits des hommes et des femmes, les droits humains. Bon, il n'est pas à passer, il est prioritaire. Et nous n'avons pas su, et je dis la société, qui, soi-disant, est plus ouverte, etc. Mais non, au moment de faire l'acte politique, nous ne l'avons pas fait. Les salles de théâtre, les salles de cinéma, les amphithéâtres, les accès. Nous avons des amphithéâtres, malgré les efforts, qui ne sont pas accessibles. Mettre des rampes de bois, ce n'est pas accessible. Cette journée de travail s'inscrivait dans le cadre du festival Orphée et Viva la Vida 2016. C'est la 3e édition de cet événement qui a pour objectif de changer le regard sur le handicap. Et il reste encore du travail. On peut être, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, ça se développe, on en parle de plus en plus. On est encore obligé de faire un festival spécialisé parce que sinon, ça apparaît tellement peu qu'il vaut mieux faire ça que rien. Mais on en est encore là quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est en dehors de quelques lieux éclairés qui ont vraiment intégré ça à leur programmation annuelle, qui ont facilement 1 ou 2 spectacles où des personnes handicapées figurent, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. Hein. La plupart des lieux n'en sont pas encore là. Le festival prend aujourd'hui de l'ampleur, désormais réparti sur 2 départements, le Val d'Oise et les Yvelines. Il propose une 60aine de représentations dans 40 lieux différents.